garçons sortis, on sort de l'ombre, faire chauffer les esprits, pour donner un peu d'air, c'est clair, la route est longue à ce qu'on dit, on plaire au monde et à n'importe qui, on sort les flashs pour n'importe quelle tâche, la colère monte et les mecs se lâchent, il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Et toi? Qui, moi? Oui, oui, toi. Oui? Oui, c'est à toi que je parle. Oui? Ça va? Tu te sens bien? Bof, hein. Oui, je comprends. T'es pas dans ton assiette ce matin. Non. Le thé n'est pas très bon. Tu doutes du sens de la vie et de ta place dans l'univers? Ouais, oui. Attends, reviens. Je suis allée trop loin et trop vite. Mais bon, tu te sens flasque, mou, moche et Ouais. inintéressant. C'est bon. Attends, te fâche pas. Viens, je veux juste t'aider. Bon, désolée de te dire ça, mais tu as la joie d'une poêle à frire. Bon, allez, tout va bien se passer, j'ai une solution. Regarde autour de toi. Ah, Oui, regarde. Oui, vas-y, jette un petit coup d'œil. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. On appelle ça des livres. Je te jure, hein. Ça aide à remonter le moral. Et ça rend en forme, comme les sportifs de haut niveau. sérieux? Tu es sportif? Non. Ah, eh ben tu vas le devenir. Très vite. C'est vrai? Oui. Mais non! Mais non. Ah, je sais. Non, mais non. Non? Non? Ah, Mais non! C'est vraiment plus compliqué que je ne pensais. Hein. Bon, approche-toi. Ouvre-le. Ouvre-le. J'ai pas dit déverrouille-le, j'ai dit ouvre-le. Bon, allez, calme-toi, respire. Voilà. Donc, c'est pas électronique. Tu le prends entre tes deux mains et tu l'ouvres en deux. ah, Voilà. Alors maintenant, tu utilises tes yeux et ton cerveau. mon cerveau. Et voilà, ton cerveau. Ah, parce qu'il faut lire. Eh ben oui. Il faut lire. Ah, vous savez, moi j'ai eu la chance. C'est mon ami Gérard qui m'a offert mon premier bouquin. Oh, ça a bouleversé ma vie. Bon, la lecture au début, bon, c'est vrai, hein, quand tu sais pas, t'es là, tu feuillettes, ouais, bof, pas d'image, tu t'emmerdes. Hein. Alors tu regardes les mots, y a rien d'autre à faire. Ah, c'est chiant. Ah non, les mots c'est méga chiant. Hein. Puis d'un seul coup, tous ces mots, côte à côte, ça fait des phrases. Et ces phrases, côte à côte, ça raconte une histoire d'amour, celle de l'auteur, Harlequin. Harlequin, c'est un champion de l'amour. C'est le champion de l'amour. Oh, il a bouleversé ma vie. Cet homme-là, c'est un génie. Harlequin, c'est lui qui a écrit tous les livres. Rends-toi compte, public, rends-toi compte. Harlequin possède tous les mots de la langue française. Il les a tous, les mots de la langue française. Chez lui, sur des petits tampons. Et regarde, il en met partout, il tamponne comme un dingue, un méga dingue. Et après, quand tu lis le tamponnage de Monsieur Harlequin, oh, tu vois de l'amour. C'est dingue, hein, ces petits tampons. Et pourtant, tu les vois. C'est ça qui est dingue. Bon, moi, au début, j'avoue, hein, j'ai eu du mal à la lecture. Au début, j'ai eu méga du mal. J'ai mis 6 mois avant de lire mon premier chapitre. Et puis, j'ai rien compris. Enfin, si, j'ai compris qu'au bout de... J'ai compris que des bouts de phrases. En fait, je faisais une erreur. Je me suis rendu compte au bout de 6 mois, en fait, que je lisais une ligne et je continuais sur l'autre page. Alors qu'il faut s'arrêter au collage. Et ça, personne ne te le dit, hein. Alors attendez, moi, à l'école, on m'a jamais dit t'arrêtes au collage. Jamais.
Alors je te le dis public, t'arrêtes au collage. Et tu recommences en dessous. Et c'est seulement une fois en bas de la page, juste après le numéro, qu'il ne faut pas lire d'ailleurs. Ah non, 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 ça m'a méga rien à voir avec l'histoire. Hein. Ça, c'est pas Arlequin qui l'a tamponné, hein, non. Donc, juste après le numéro, que tu ne lis pas, hop, tu sautes le collage. Bon, maintenant que tu es paré pour la lecture, je m'en vais te lire le meilleur passage du livre. Oh, accroche-toi, public, tu vas t'évader. Ah oui, ça, c'est important. Ça, c'est un marque-tapage. Très important, le marque-tapage. C'est pour pas à chaque fois relire depuis le début. Ah non, sans ça, c'est méga chiant. Hein. Moi, j'en mettais pas et je lisais comme ça, tout ça, et je recommençais. Ah non, 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 bah non. Bon, je le remets toujours là, mon marque-tapage. Ah, ça donne envie de lire, hein, ça. Attends, public. Si j'ai atteint un niveau intellectuel que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à Arlequin. Alors, s'il te plaît, public, promets-le. Il faut lire. Évade-toi. Mais trêve de blabla, trêve de blabla, trêve de blabla. Si Arlequin, il a tamponné comme un dingue, c'est pour qu'on s'évade. Alors, d'accord, évadons-nous. Steve s'engouffra dans la Ferrari rouge. Non, il non, était non, amoureux, non, Steve, tu vas pas dire ça. de Cindy. Cindy, la coffreuse, était amoureuse de Cindy. Vaincre à Rome. Samedi 10 septembre 1960, nous sommes à Rome, près du Capitole de Michel-Ange et des ruines du Forum romain. C'est l'avant-dernier jour des Jeux Olympiques, le dernier jour du calendrier éthiopien. On se prépare au marathon, l'ultime épreuve de ces Jeux. On fait des petits sauts, presque sur place. On respire à fond et on s'apprête au départ. Dans quelques secondes, il sera 17h30, l'heure attendue pour les 69 concurrents de ces 17e Olympiades. Il se nomme Abebe Bikila et il a 28 ans. Il est venu à Rome pour reprendre un combat déjà gagné 20 ans plus tôt. Et voici, dans nos mains, le récit du marathon d'Abebe. Du temps et de l'endurance, c'est le parti pris de ce livre. Lire comme on court, d'une seule traite, en ménageant son souffle. Un bon marathon, se préparant avec rigueur, on aura pris soin de s'entraîner auparavant avec des revues ou des livres choisis au hasard. Ni trop vite, ni trop lentement. On se méfiera des pauses et des arrêts qui, selon les entraîneurs, ne servent à rien, sinon à décourager les coureurs. Mais chacun sait qu'un marathon se gagne lorsqu'il s'achève, ou ne se perd qu'à l'abandon. On pourra relire ce livre autant de fois qu'on le souhaite, pour un jour peut-être gagner quelques secondes sur le temps d'Abebe. Cette page que l'on va tourner maintenant, on lui donnera l'impulsion d'un coup de revolver. Prêt? Kilomètre zéro. Il est établi que le sport a des origines très lointaines. Cela vient d'être confirmé par des spécialistes en histoire de la période antique qui ont pu avoir accès à des textes grecs anciens et des vestiges de l'ancienne civilisation grecque. Des disciplines comme la lutte, le lancer de javelot et la course de chevaux étaient notamment pratiquées par les Numides à des fins purement sportives dans le cadre de compétitions au niveau local et même international. Durant le IIe siècle avant Jésus-Christ, un cavalier numide du nom de Mastanabal, fils de Massinissa et père de Jugurtha, possédait un haras composé de poulains capables de remporter des courses. Il participe aux Jeux panathénéens organisés périodiquement à Athènes dès le début du mois de mars. Il remporta la victoire sur l'hippodrome d'Athènes et la médaille lui fut remise par le roi Nicomède de Titanie lui-même. Les textes grecs anciens qui nous sont parvenus précisent même que la course de Mastanabal dans cette compétition suscita l'admiration chez les Athénéens. Une stèle érigée par le roi Nicomède, trouvée dans la
ville grecque de Délos, mentionne cet exploit et avance une liste des vainqueurs de ces Jeux, parmi lesquels Massanabal, fils de Massinissa. Mon père, voulant le meilleur pour ses enfants, a pris exemple sur ses voisins et m'a trouvé aussi un pédagogue à domicile pour mes 7 ans. Il tient aussi à ce que ses fils aient un entraînement physique intensif. Cet ancien militaire sait que l'avenir de Rome dépend de l'armée et les armes sont pour lui le meilleur moyen de prospérer. Il vient donc me chercher régulièrement chez Octave, ou envoie un esclave pour me conduire au gymnase. Il encourage mes projets intellectuels, mais pas au détriment des activités physiques. J'y retrouve mon frère, qui est trop fort pour moi. Je prends des coups et il s'en amuse. J'enrage, et je me dis que c'est partie remise. Un jour viendra où je serai le gagnant. Par contre, avec les enfants de mon âge, je suis imbattable, car je suis plus grand que la moyenne. Au début, pour se venger, je les entends murmurer que ce n'est pas vraiment une défaite pour eux, car je ne suis qu'un fils d'esclave. Je ne peux pas répondre, car ils se ligueraient tous contre moi, et je ne pourrais rien faire alors. Je fais mine de ne pas entendre, et je ravale mon amère humiliation. Esclave, esclave, cette appellation me fait peur. J'en ai un dégoût presque naturel, inculqué sans doute dès la naissance par mon père. Les esclaves, Rome et ses provinces ne peuvent s'en passer. Tout le monde un jour peut le devenir, par dette, par jugement, par défaite au combat. Certains peuvent s'en sortir, comme l'a fait mon père, par testament du maître, en combattant dans l'arène ou en rachetant soi-même sa liberté par les bénéfices de son travail. Mais la grande majorité garde cet état dégradant toute leur vie. Et les esclaves ne sont que des choses qui doivent obéir à n'importe quelle injonction, même la plus dure ou humiliante. Certains, dans les mines notamment, ont une espérance de vie réduite à quelques mois. J'en frissonne rien que d'y penser. Moi, je suis né libre et citoyen romain. Via è partita la maratona olimpica di Roma. Allô Paris, ici Loïs Vanley. Vous m'entendez? C'est parti. Le marathon vient de commencer. Le marathon vient de commencer. C'est ce qu'à travers le monde, les radios hurlent et que je n'entends pas. Uniquement préoccupé par le clapot nerveux des bielles et la mécanique des pas qui s'élancent autour de moi pour la toute première fois. S'élancent et retombent avec le bruit mat des plongeurs puisque nos pieds sont des monstres qui choient. Chutent lourdement, mais sans gerbe, sans écume, et retombent encore pour gifler la terre et réclamer un peu d'attention. Pillonnent et soudain martèlent jusqu'au point critique de la résonance mécanique. S'élancent, puis s'affaissent et se reprennent aussitôt en rebond court hoqueté, les épaules sautillantes. Sous la peau, le sang frémit. Hémoglobine et globules s'activent pour déplacer l'oxygène des poumons jusqu'aux fibres rouges des muscles papillonnants. La synchronisation est impossible au commencement. Il faut encore tout ajuster avec une patience d'horloger. C'est comme ça. 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 La vie n'est pas un sport qu'on se contente de regarder. Gagner, perdre ou faire match nul. Nulle la partie est en cours, qu'on le veuille ou non. Alors, allez-y, discutez avec l'arbitre, changez les règles, trichez un peu. Faites une pause et soignez vos plaies. Mais courez, courez, jouez le jeu, courez vite, courez librement, courez comme s'il n'y avait pas de lendemain. D'accord, l'important n'est pas de gagner ou de perdre. L'important, c'est la manière de courir. Vous ne croyez pas? Le seul sport que je n'ai jamais pratiqué, c'est la marche à pied, quand je suivais les enterrements de mes amis sportifs. Le goût du sport, le goût du corps. Comme un aigle, il prit son envol. Il voulut monter jusqu'au ciel. Le soleil lui brûla les joues. La lune chauffa ses sourcils. Dans la peau avant la victoire, corps et savoir. Sans le savoir, bouger, c'est vivre. Le sport, mais pas que. Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain j'y vois devant moi une belle fille aux frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, les deux autres sourires enchanteurs à bicyclette.
aussi on parlera, et elle me dit dans le transport, allez c'est clair. Est-ce que vous êtes coureur? Moi je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi je suis balayeur. Avez-vous fait le tour de France? Non, mais j'ai fait des tours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de Mackenzie, des tours de Normandie. Vous êtes un blagueur, parce que vous êtes coureur. Allô, allô? Allô, allô, Lois Van Lee. Vous m'entendez? Ici Paris. Il y a de la friture sur la ligne. Pouvez-vous nous dire, c'est commencé? Une jambe après l'autre, et bientôt je n'y penserai plus. Les corps se tendent sur les marches invisibles que nous gravissons, et c'est en meute furieuse qu'on emprunte le chemin du ciel. Pour l'instant, le chemin du ciel descend légèrement, mais dans quelques mètres à peine, lorsque nous franchirons la colline Velia, il nous semblera remonter doucement. En vérité, je connais le parcours par cœur. L'effort n'existe pas. Seuls les ignorants se plaignent et le diable Tuhum se repaît du moindre repos. Quelques secondes après la détonation, personne ne sait plus s'il s'agissait d'un coup de feu ou de l'explosion d'un pneu. Et pourtant, chacun court comme il se doit de courir. Parmi les 69 concurrents, des 35 nationalités, nous ne sommes que 11 Africains. 11. Ce 11 magique, je le porte comme un étendard en chiffres blancs sur mon maillot trop court. Devant nous, les Russes, les Anglais et les Français monopolisent les regards, et c'est tant mieux comme ça. En vérité, je cours caché. La discrétion est la clé qui ouvre toutes les portes. Quatre records du monde et un mouchoir. Tout commence le 3 août 1936 avec l'épreuve du 100 mètres. Jessie rafle sa première médaille d'or au nez et à la barbe des nazis. Hitler et Goebbels se sont furieux, eux qui espéraient que leur athlète remporte toutes les médailles d'or. Les Jeux de Berlin ont été créés pour cela. Le 3 août, Jessie remporte le 100 mètres en 10 secondes et 3 centièmes. Première médaille d'or pour Jesse Owens. Le 4 août, c'est l'épreuve du saut en longueur. Jesse n'a pas vraiment été un spécialiste. Il sait sauter, bien sûr, mais il est un coureur avant tout. À Big Ten, il a battu le record du monde du saut en longueur, mais c'était une journée particulière. La journée où il a tout gagné. Mais là, sur le stade olympique, il ne se sent pas à son aise. Il n'est pas chez lui. Il n'a pas ses marques. En Allemagne, tout est différent. Pour la première fois, Jesse doute de lui. Or, le doute, là est le danger. Pour la première fois, Jesse trébuche. Il manque son départ. Le premier essai est raté. Le deuxième aussi. « Un malentendu !» crie Larry à l'arbitre. Mais l'arbitre ne veut rien savoir. Devant le désarroi de Jesse, le sprinter allemand Luce Long, qui a réalisé un saut de 7,87 m et est en tête du concours, vole à son secours. Il sait que si Owens rate son troisième saut, c'est fichu. « Je dois l'aider », se dit-il. Luce se penche sur la piste, sort son mouchoir, le pose à 10 cm de la ligne du départ. « Tu vois, c'est d'ici que tu dois partir. » L'échange entre les deux jeunes gens a duré à peine quelques secondes. 3 mots murmurés, un geste, un regard. Et cela a suffi. À sa troisième tentative, Jesse s'élance, s'envole. 8,06 m, record du monde battu. Dans le stade olympique, c'est l'hystérie. Le public, les journalistes. Et Larry, bien sûr, qui manque de s'évanouir. J'ai bien cru que c'était foutu. 2e médaille d'or pour Jesse Owens. Et cette victoire, Jesse l'arrache grâce au conseil de Luce Long. Un mouchoir blanc étalé sur une piste, un envol, le début d'une amitié. L'or n'est rien, ni l'argent. Seule l'âme et le cœur comptent. Sur le podium, Luce sourit. On sent qu'il est heureux que Jesse ait remporté l'or. Luce Long, qui pourtant était son rival, mais qui n'a pas vraiment envie d'offrir l'or aux Allemands. Je n'aime pas l'esprit qu'Hitler et Goebbels donnent à ces jeux. Cela devrait être les jeux de la fraternité, mais pour les nazis, c'est tout autre chose. Après la remise des médailles, Luce et Jesse traversent le stade.
bras dessus, bras dessous, sous les yeux de Goebbels et Hitler ulcérés. Un noir et un blanc enlacés. Quelle audace! Scandaleux! Scandaleux! Inouï. Les enfants marrons jouent avec les enfants blancs. Les enfants noirs jouent avec les enfants marrons. Ils se courent après, mains en l'air, comme des bois de serre, et hurlent et se bousculent. Je ne suis pas la bienvenue dans leur jeu. Pourquoi? Je suis trop blanche. Personne n'aime le trop blanc. Ce blanc de l'Est, ce blanc de glace, ce blanc des hivers polonais, ce blanc de la peau des vampires. Marron, ça va, enfin en général, mais pas trop blanc, ça ne passe pas. Quand je suis dans l'eau, mon corps tend comme une vague, violent un peu, beau surtout. Poitrine dressée, bras étendus, jambes en arrière, je m'apprête à frapper l'eau. Et je tire, je pousse, je glisse, ainsi avance le papillon. Bon, regardez autour de vous. Les choses ne sont pas toujours là où vous attendez. Soyez à l'écoute de votre partenaire. Mettez-vous d'accord sur la direction à prendre. Supportez les autres et tâchez de le faire en silence. Ne paniquez pas. Si vous perdez la situation, profitez-en pour être créatif. Le sport, mais pas que. Ragazzi, allô, Lois Vanley. Oui, enfin, ici Paris. Vous êtes donc en direct depuis Rome. Je ne vous entends pas très bien. Il y a toute cette agitation autour de vous. Je connais par cœur chaque détail du parcours. Je l'ai fait avec papa et plus encore durant ces nuits passées à rêver de courir comme je cours à présent. Déjà, nous passons non loin du temple de Jupiter qu'on disait autrefois gardé non par des lions mais par des oies. Des oies? Mildred Babe Didrikson remporta à elle seule, pour le compte des Dallas Cyclones, le classement interclub avec 30 points d'avance sur l'Université de l'Illinois, une équipe composée de 22 athlètes. Qui dit mieux? Alors qu'elle était encore ado, elle excellait au gin rummy et tapait 100 mots à la minute sur sa machine à écrire. Ses performances nombreuses et variées incitèrent une compagnie d'assurance de Dallas à l'embaucher comme secrétaire. Qui dit mieux? Elle s'essaya également au baseball et sa frappe puissante, régulièrement au-delà de 100 mètres, lui valut d'être invitée à quelques exhibitions. Qui dit mieux? Elle pratiqua également avec succès le tennis, la gymnastique, le ski, le billard, l'équitation, le bowling, la boxe, le football américain. Et lorsqu'elle tenta de participer en 1936 aux Jeux de Berlin, en athlétisme à nouveau, on lui interdit de s'aligner pour cause de professionnalisme. N'avait-elle pas occupé un temps un poste d'entraîneur de natation? Qui dit mieux? Le dernier défi de l'incroyable Babe est de se lancer sur les gruines. Elle y est forcément une joueuse d'exception. Qui dit mieux? C'est la première femme à passer le cut d'un tournoi masculin. Qui dit mieux? Elle remporte à 3 reprises l'US Open en 1948, en 1950 et 1954. Sa dernière victoire étant obtenue un mois seulement après une opération d'un cancer du côlon. C'est le seul adversaire qui parviendra finalement à la battre à l'âge de 45 ans.
Plutôt courir. Partout dans le monde, des gamins courent, les sandales sans les chaussettes et les pieds dorés qui emportent les barques. Plutôt courir, puisque l'enfance se perd dans la course et ne traîne pas les pieds. « Via et partito !» a hurlé le speaker survolté de la raille. 1 kilomètre à peine derrière moi, le marathon vient de commencer. Tchigrielem, il n'y a pas de problème. Le départ était fulgurant, le rythme trop soutenu déjà, et peut-être stimulé par la légère descente depuis la rue de l'Empire jusqu'au Colisée. Dans mon dos, j'ai laissé fondre la grosse pâtisserie statique de l'hôtel de la Patrie pour un ring plus étroit et plus linéaire dont je sens implacablement les cordages invisibles. D'un simple coup de feu, on vient d'ouvrir une vanne et le débit est puissant. La sueur immédiate. Dans la formation de masse, on se bouscule un peu. On cherche à prendre pour soi le peu d'air et le peu d'espace disponible en guettant les premiers fléchissements. Malgré les mouvements saccadés des autres, on a des rêves d'anguilles qui se faufilent depuis les sargasses. Kilomètre 5. Ça court. Mais il n'y a pas que la course dans la vie. Il y a la marche aussi. La marche? Eh ben Oui, la marche. Ok, la marche. La marche! La marche! La marche. La marche connaît un succès planétaire en décalage avec les pratiques de sédentarité ou de sport en salle, tapis de course. Une marche sollicite toujours au moins 3 dimensions du temps. On la rêve d'abord, on l'accomplit, et ensuite on s'en souvient, on la raconte. Même terminée, elle se prolonge dans la mémoire et dans les récits que l'on en fait. Elle vit en nous et est partagée avec les autres. Marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux. L'allègement graduel du sac au fil du chemin, la diminution du fardeau, répond justement à la diminution des soucis, au désir de ne plus être encombré par les traces de sa propre histoire. Mais c'est pas un vrai sport, la marche. Comment ça? Ce n'est pas un vrai sport. D'emblée, je découvre que canoter est un art et que je vais devoir le maîtriser. Sur le lac paisible, mes zigzags ne sont pas un souci. Mais il va falloir que j'apprenne à contrôler ce machin. Sinon, j'irai au-devant de problèmes. Et ça, il n'en est pas question. Je me sens vite à l'aise dans la torpeur feutrée de cette nature semi-sauvage. Le lac reflète les arbres verts et sombres, et le ciel rayé de blanc et de bleu. Mon sillage dessine une courbe moelleuse de bulles et de tourbillons. Mais soudain, être noir et grand prenait un nouveau sens. Être grand à cause du long voyage qui m'attendait, assis en tailleur dans un canoë. Être noir à cause de mes perceptions et de celles dont je serais l'objet. Je préférais surtout être témoin de la bienveillance communément accordée aux étrangers, et par-dessus tout, je désirais que les gens m'accordent la chance de leur faire impression, pour le meilleur et pour le pire. Mais la question me hantait toujours. Où étaient les Noirs? Oui, mais on était en train de courir. Moi, je suis impatiente de connaître la suite du marathon de Rome avec Abébé Bikila. Ah! Je m'appelle Abébé Bikila et je cours simplement comme d'autres marchent. C'est comme ça. Rappelons-nous de Massanabal, fils de Massinissa, qui, je cite, disait « Je L'Afrique m'appelle aux Africains ». Abébé Bikila et je suis l'Afrique tout entière. Je suis l'Afrique tout entière et l'Afrique tout entière s'envole avec moi. Je ne suis pas seul à courir. À présent, nous sommes 275 millions sur les 3 milliards d'êtres humains que compte le vaste monde. Je suis simplement cet homme qui a décidé de courir pour tous les autres. C'est comme ça. 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 Chacune de mes foulées allume un feu dont le foyer ne s'éteindra pas de sitôt. Un feu à chaque foulée et une allée pavée de braises pour projeter l'Afrique au centre du monde. Pour commencer, je martèle Rome. J'effleure l'Italie
jusqu'à ce que mes foulées s'évanouissent dans les archives de la terre. Où sont mes bras? Où sont mes bras? Où sont mes bras? Où sont ses bras? 42e jour. Il est nu sur le lit, sans bandage, sans couche, sans pansement, sauf le dos qui tarde à sécher malgré les stations sur la tranche des 2 traversins. Il n'est pas mort pour de bon. C'est un jour important, a dit le chirurgien. Le corps est refermé. Vous êtes prêt, François? Bien sûr que non, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à exhiber devant Meum pareil spectacle, ce saccage du corps, mois après mois, couvé dans la matrice. Le corps allaité, bercé, langé, soigné, patiemment réservé du froid, des maladies à l'huile de foie de morue, au miel, au camphre et au vaccin, lavé, nourri, habillé, cajolé, consolé, 17 années durant. Non, je ne suis pas prêt. D'abord, je veux tenir debout. Debout. Au moins ça. Il ne pourra plus se brosser les dents, boutonner une chemise, se raser, cirer, lasser, délasser ses chaussures, enduire un mur, pincer la joue de Sylvia, boire une chope, attraper un ballon, écrire une lettre, sculpter un bâton, glisser la clé dans la serrure, déplier le journal, rouler une cigarette, tirer la luge, décrocher le téléphone, se peigner, changer un pneu de vélo, ceinturer son jean, se torcher, payer à la caisse, couper sa viande, se suspendre aux branches, tendre un ticket de métro, héler le bus, applaudir, mimer Elvis à la guitare, signer, serrer une fille contre lui, danser avec une fille, donner la main à une fille, passer les cheveux d'une fille derrière son oreille, dénouer un ruban, toucher l'oreille d'une fille, la cuisse d'une fille, le ventre d'une fille, le sexe d'une fille, son sexe à lui, se pendre, s'ouvrir les veines, se tirer une balle, même se foutre en l'air, il ne peut pas. Tu es jeune? Jeune? Quel avantage ce temps supplémentaire? Pourquoi faire? Attendre que ses bras poussent? Qu'une femme s'habitue? Il a 22 ans. Il n'a eu le temps de rien, il n'a plus le temps de rien. Ça change quoi l'âge de tes artères si la carcasse est foutue? En un quart de seconde à baille, il est devenu vieillard. Ouvre la porte du bout du pied, disparaît dans le couloir. Il voit une porte sur la droite, il la pousse, découvre un escalier. Il monte, il fait n'importe quoi. L'escalier, c'est l'Everest. Il monte, les cuisses tirent. Il donne un coup de pied dans la porte en fer. Le soleil l'éblouit. Un toit terrasse jonché de mégots. François est au bord du toit maintenant. Ses lignes géométriques n'entravent plus son champ de vision. Il fixe l'homme au loin. Un homme dans un arbre dans un bois sur la plaine, une plaine sous le ciel. Il voudrait être une feuille accrochée à cette branche, un bourgeon, une fleur, une mésange, un élément incontestable. Être à sa juste place dans l'ordre des choses. Une fois de plus, il mesure sa laideur, Humpty Dumpty. S'il est condamné à vivre brisé, s'il se jette d'une falaise, François grimpe sur le muret. Il pourrait se croire suspendu dans les airs, comme un personnage de Magritte collé au ciel. Il sent qu'il oscille doucement, Humpty Dumpty, balancé par une brise de printemps. Il suffit de fermer les yeux maintenant. Humpty Dumpty is going to fly. Je voudrais nager. Nager comment? Sur le dos. Avancer sur le dos. En ciseaux de brasse, alors. Je ne sais pas. Vous ne savez pas nager? Non? Alors vous montrez? Je voudrais apprendre. Moi? Mais je n'y connais rien. J'apprends à des gens normaux. Vous comprenez? Normaux? Il aurait voulu être aux Jeux pour handicapés à Tokyo en novembre 1964, dans la foulée des Jeux olympiques valides. Il n'aurait pas participé aux compétitions, toujours réservé aux fauteuils, et d'ailleurs, il sera du sit-in sur le stade de Heidelberg en 1972 pour exiger l'intégration de tous les handicapés aux JO. À vous, Cognac Jet. On vous reprend après les titres. 1, 2, 3. Kilomètre 15. C'est dans ce cloître
juste avant le départ, que j'ai décidé de retirer mes chaussures, malgré la méfiance de Niskanen, qui ne me le conseillait pas. « Tu es sûr de toi ?» m'a demandé papa. J'ai simplement décidé de retirer mes chaussures, parce que j'étais presque certain de mieux courir pieds nus, et non pas pour montrer au monde entier qu'un Africain n'a besoin de rien pour vaincre, comme on me le fera probablement dire plus tard. Pas d'ampoule sans chaussures. La corne de mes pieds connaît déjà toutes les routes et tous les chemins. Lorsque la nuit sera tombée sur les ruines de la ville immortelle, je pourrai enfin dire à la terre entière « Je m'appelle Abebe Bikila et je cours simplement comme d'autres marchent. » C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Niskanen est mon entraîneur et parfois je l'appelle papa. Bien sûr, papa sait que je vais gagner cette course, mais il se garde bien de le dire à qui que ce soit. La première fois que je pose un pied sur la glace, j'ai 4 ou 5 ans. Une révélation. Comme toutes les petites filles, j'ai rêvé du prince charmant. J'ai espéré le bonheur d'un premier amoureux. C'est important dans la vie d'une femme, la découverte des corps avec quelqu'un que l'on aime. Vous me l'avez gâché. Vous avez cassé quelque chose de fondamental en moi. Je ne sais pas vraiment mettre un mot précis dessus. Je n'ai pas très envie d'exposer ici ma vie intime, ni celle de ceux qui la partagent. Mais je vois bien que je dois le faire un peu pour vous aider à comprendre. Par exemple, je ne supporte pas qu'on me touche le bout des seins. Vous souvenez-vous que vous me les mordiez jusqu'au sang? Eh bien, 30 ans plus tard, les cicatrices sont toujours là, monsieur O, au sens propre comme au sens figuré. C'est comme les mots. Certains ont vrillé. Ils ont aujourd'hui encore une résonance insupportable. Vous m'avez dit « je t'aime », monsieur O, quand vous avez abusé de moi. Sachez que je n'ai quasiment jamais pu dire « je t'aime » à un homme, ni même à ma propre fille. À mes oreilles, ce mot est sale, insupportable. Alors je le contourne. Le dire en anglais « I love you », c'est plus simple pour moi. Ce ne sont pas les mêmes sons. Du coup, ce n'est pas votre voix que j'entends quand je le prononce. En parlant de son, savez-vous que quand la radio diffuse Everything I Do de Bryan Adams, qui tournait en boucle à l'époque, je coupe? C'est plus fort que moi. Ma fille Stella me demande chaque fois pourquoi. Je lui réponds que ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Je n'ai pas encore eu le courage de lui expliquer lesquels. Elle n'a que 8 ans. Mais il va falloir que je le fasse, maintenant que j'écris ce livre. Ce n'est pas facile de dire à 44 ans qu'on a été violé à 15 ans. Je n'ai d'ailleurs jamais prononcé ce mot, sauf une fois devant ma psy, 14 ans après. Je devrais être heureuse, monsieur O, mais je n'y arrive pas. Je suis une handicapée de la vie, murée dans l'angoisse. Dans ma tête, je suis une proie. À 15 ans, j'ai dormi en dehors de chez moi, j'ai été vulnérable et vous en avez profité. Aujourd'hui encore, dès que je sors de la maison, j'ai peur. J'ai horreur d'aller dans des lieux que je ne connais pas. L'inconnu est forcément synonyme de danger. Je ne peux pas voyager seule. Conduire une voiture sans quelqu'un à mes côtés m'a longtemps été impossible. Prendre l'avion est une torture. Il aura fallu 30 ans pour que ma colère cachée se transforme enfin en cri public. Vous avez détruit ma vie, monsieur O, pendant que vous meniez tranquillement la vôtre. Aujourd'hui, je veux balayer la honte, ma honte, la faire changer de camp,
Mais je veux aussi dénoncer le monde sportif qui vous a protégé et vous protège encore à l'heure où j'écris ces lignes. Quand j'ai voulu parler, à plusieurs reprises, je n'ai pas pu le faire. Aujourd'hui, avec ce livre, je sors de ce silence assassin et j'appelle toutes les victimes à en faire autant. J'ai peur des regards, monsieur O. Celui de mes proches, celui de mes fans, celui des lecteurs de ces lignes. Je sais que je suis une victime, et pourtant, j'ai honte. Pourquoi ai-je autant honte? J'ai beau me raisonner, j'ai honte. Vais-je tenir le coup face à tous ces regards qui peut-être me jugeront? Votre monde risque de se serrer les coudes. Vous êtes puissant dans le monde du patinage. Vous avez des relations, du pouvoir. J'ai peur que vous puissiez encore me faire du mal. À quoi ça sert de parler du passé? Pense à l'avenir, me supplie Stéphane, mon ex-partenaire de glace et ex-compagnon. Mais comment pourrais-je penser à l'avenir quand je sais que vous êtes resté pendant toutes ces années à la tête du club et de sa patinoire? Que vous avez été, que vous êtes potentiellement dangereux pour d'autres jeunes filles. Comment penser à l'avenir quand le passé me hante et que je n'arrive pas à vivre le présent? Notre société sous-estime encore trop, je crois, les conséquences d'une agression sexuelle. J'entends autour de moi, c'était il y a longtemps. Il faut savoir passer à autre chose. C'était en effet il y a 30 ans. Mais le traumatisme reste gravé dans mon esprit et dans ma chair, au cœur de ce qui fonde ma relation à l'autre et au monde. Il mériterait la peine de mort. Qu'on l'exécute! La peine de mort! Oui, la peine de mort! La mort! La peine de mort. La belle affaire. De partout fusent des appels à appliquer la peine de mort à l'encontre des assassins et des violeurs d'enfants. Mon Dieu, cette gamine ne mérite-t-elle que ça? Que son violeur s'en tire à si bon compte? Qu'il soit aussi rapidement délivré de la vie? Il fut un temps où moi aussi j'étais pour la peine de mort, à l'encontre des assassins et des violeurs d'enfants. Dans un réflexe atavique, voire même primaire. J'en suis revenu. Parce que me rendant compte finalement que cette voie était celle de la complicité active avec le violeur et l'assassin. Non. Il faut que le monstre vive. Qu'à chacun de ses réveils, il implore et supplie encore la mort de venir vite le délivrer. Et que nous lui la refusions, cette mort expéditive est tellement facile. Il faut qu'au contraire que sa santé devienne notre préoccupation première à tous, à l'administration pénitentiaire, à la justice, aux médecins, à tous ceux qui peuvent le garder longtemps, 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 le plus longtemps possible vivant à son calvaire. Il faut qu'il sache qu'il existe certains quartiers carcéraux qui lui feront ressentir toutes les nuits la terrible déchirure du viol. Mais qu'au petit matin, après les départs de ses visiteurs du soir, il se prépare déjà aux petites morts à venir la nuit suivante. Il faut que le moindre bruit dans le couloir menant à sa cellule le fasse tressaillir d'effroi, mais juste assez pour qu'il ne s'évanouisse pas et voie, en toute conscience, sa porte s'ouvrir et les cordes s'y engouffrer pour le marquer des stigmates de l'immonde. Cet homme doit vivre, assez pour renier sa religion, toutes les religions, et n'en souhaiter qu'une, celle de la délivrance. Le tuer tout de suite serait assassiner ou violer une deuxième fois sa victime. Qui veut commettre cet autre crime ignoble de facilité expéditive? Pas moi. Je fume du thé, je reste éveillé, le cauchemar continue. Rien dans le cri des cigales suggère qu'ils sont sur le point de mourir. Avec de jeunes feuilles, j'aimerais essuyer vos gouttes de larmes. Entre nos deux vies, il y a la durée de vie d'une fleur de cerisier.
L'être humain ne deviendrait réellement humain qu'en dominant ce qu'il y a de naturel en lui et hors de lui, en se démarquant de l'animalité et de sa propre animalité, de son corps, de tout ce qu'il rattache à l'émanence, à la vie, à la mort, et de s'élever au-dessus. En pratique, les écoféministes ont donc fait feu de tout bois lors de grandes années du mouvement, création de collectifs, manifestations, campements, blocus, marches de protestation, cortèges, chaînes humaines, activités associatives, cercles de femmes, communautés spirituelles, coven de magie, réunions secrètes, réunions ouvertes, actes de désobéissance civile, joyeuse bordélisation des grands rendez-vous internationaux du capitalisme, chants, tambours, danses, peintures, films, performances, tracts, essais, fanzines, romans, séminaires universitaires, conférences, sensibilisation, rituels, witch-camp, formation en tout genre, retour à la terre, autogynécologie, changement d'alimentation, d'éducation, de mode de vie, de sexualité. Et cela revient aujourd'hui en France. Pour l'observateur attentif des marches, des interstices entre les mailles du filet, il se tisse depuis peu une galaxie où chaque étoile et chaque constellation occupe une place à sa façon. Tout un réseau informel, vaguement relié par cette affinité dont j'ai tenté de suivre l'émergence et donner ici quelques illustrations. Parmi les femmes que j'ai rencontrées et qui se revendiquent explicitement de l'écoféminisme en France aujourd'hui, il y a celles qui font des films, celles qui s'organisent en collectif et montent des actions de désobéissance civile, celles qui forment d'autres activistes, celles qui deviennent maraîchères bio, celles qui écrivent des livres, thèses et articles sur le sujet, celles qui les publient, celles qui donnent des cours dessus à l'université, celles qui dessinent, celles qui font des spectacles et des performances artistiques, celles qui soignent des êtres blessés par le patriarcat, celles qui cultivent un jardin participatif dans leur quartier, celles qui animent des cercles de femmes ou des ateliers autour du féminin, celles qui leur transmettent leurs connaissances sur les plantes, leur savoir-faire en cueillette, en artisanat, en réparation, en recyclage, en tissage, en do-it-yourself, en zéro déchet, celles qui montent des chantiers participatifs d'éco-construction, celles qui tentent l'aventure des écolieux, celles qui deviennent véganes, celles qui recueillent des animaux, celles qui font des rituels pour la terre, celles qui luttent au niveau juridique pour faire reconnaître des droits aux rivières, et toutes les anonymes que je ne connais pas. Le principe, toucher à tout, pour toucher tout le monde, là où il se trouve, et répondre à la question « Comment peut-on être écoféministe dans la vie réelle ?» L'être humain ne deviendrait réellement humain qu'en dominant ce qu'il y a de naturel en lui et hors de lui, en se démarquant de l'animalité et de sa propre animalité, de son corps, de tout ce qu'il rattache à l'émanence, à la vie, à la mort, et de s'élever au-dessus. Les filles restent les premières victimes des violences et des discriminations dans le monde. 132 millions d'entre elles sont toujours privées d'école. Et pourtant, l'éducation reste l'un des leviers les plus puissants pour lutter contre la pauvreté, les mariages d'enfants, les violences et les inégalités de genre. L'ONG tacle les disparités importantes que masquent les progrès manifestes accomplis dans le domaine. Dans le monde, plus de 650 millions de femmes ont été mariées avant l'âge de 18 ans, soit une fille sur 5, déplore-t-elle encore. Son cheval de bataille, le sport, ou plutôt promouvoir le sport auprès des fillettes. Vous empêchez une fille de faire du sport, cela signifie la même chose que de l'empêcher d'aller à l'école. Et insiste, le sport n'est pas de l'instruction, mais c'est un levier d'éducation non formelle qui apprend des compétences de vie comme la confiance en soi, l'autonomie ou encore la socialisation. Compétences qui sont indispensables en parallèle de l'apprentissage élémentaire. Sans le sport, on ne pourra jamais atteindre cette égalité filles-garçons. La preuve, elles font même du football. J'aurais pu créer un club pour des garçons, mais j'ai pensé qu'il était plus important et nécessaire de m'engager auprès des filles, car je sais que le football n'est pas facile d'accès pour elles. J'espère donc que ce match, le premier de l'histoire du club, nous permettra collectivement de partager les valeurs positives du football. Des valeurs comme le vivre ensemble, le goût de l'effort, l'esprit de compétition. Surtout, j'espère que vous connaîtrez le plaisir de la victoire et qu'en cas de défaite, vous saurez faire preuve de solidarité, car le football est avant tout une expérience collective. Super nouvelle! Je viens de raccrocher avec Olympique. Ils sont curieux et veulent venir voir. Le défi les a interpellés. Ils vont venir assister au match. Faudra tout donner pour les convaincre le jour J.
S'il nous sponsorise, Chantal ne refusera pas de nous inscrire en championnat. Et le vote ne sera qu'une formalité. C'est pas encore l'heure de finir en pom-pom girl, les filles. On est ici pour se faire plaisir, pour l'honneur. Oubliez le vote, jouez ensemble. Montrez-leur ce que vaut l'équipe des Roses. Montrez-leur notre football. Allez les Roses, on va au bout. C'est facile pour vous. Tout est déjà pensé pour votre saison en national, genre normal. Alors que nous, on doit attendre en silence, comme si on était moins légitime. C'est pas juste. C'est pas juste. Tout le monde vous l'a répété 1000 fois depuis 6 mois. C'est un match historique. Une victoire sur l'Allemagne de l'Est, c'est prouver la suprématie de notre mode de vie. L'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprise, la liberté contre la dictature. Allez, hop, hop, hop. Hop, les filles, là. On laisse faire les mecs. Hey. Mais le football, c'est ça. Un esprit sain dans un corps sain. Citation de footballeur. En première mi-temps, ça sentait le pâté. Et maintenant, ça sent le boudin. Pour les Marocains, le couscous est cuit. J'avais une maison au bord de la mer, mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. J'ai jamais vu la mer. En 69, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Contre Zidane, vous n'avez qu'une chose à faire, prier. C'est vrai qu'on vient de jouer contre une équipe qui sont vraiment très fortes. Je veux partir de l'OM, mais je veux gagner des autres choses. Inconsciemment, il faut pas s'endormir. C'est un match qui se joue en 2 matchs. Ah, je pense qu'on espère de gagner contre le Portugal. Ouais, parce qu'on est des joueurs qu'on va vite avec le ballon. J'espère que la roue va tourner. Un esprit sain dans un corps sain. Dans le cas de ces sportifs-là, ça ne vole pas très haut. Ah, par contre, la hauteur, lui, il en sait quelque chose. Lui, c'est Richard, Luluberlu. Et de la réalité à la fiction, il n'y a qu'un saut. Écoutez plutôt. Rentrez chez lui. Il se défoule, il entame une de ses danses de Singhi rituelles, gesticulant au rythme d'une musique imaginaire, se contorsionnant comme un ver pour éviter d'envoyer voler un vase et ou de se cogner dans la table. Son père enfonce le nez dans son journal pendant que sa mère, vigie frémissante, guette le moment où il devra impérativement cesser de s'agiter pour ne pas s'attirer les foudres paternelles. Il ouvre régulièrement les yeux au milieu de sa transe et lorsqu'elle lui fait signe, il s'arrête et grimpe 4 à 4 l'escalier qui mène à sa chambre. Dès qu'il en franchit le seuil, il se regarde dans le miroir en pied. Il a les joues rouges, les yeux brillants et le sourire jusqu'aux oreilles. Il exécute quelques montées du genou en s'observant, mais le sol tremble sous ses pieds et il file prendre sa douche. Kilomètre 25. Naïs, on ne vous entend pas très bien. C'est quand même quelque chose, cette liaison avec Rome. Très honnêtement, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi j'ai finalement décidé de courir sans mes chaussures. Peut-être parce qu'une foulée à elle seule peut emporter le paradis et nos lèvres prises entre nos dents attestent nos efforts. Qu'un kilomètre fasse bien 1000 mètres est la première de mes préoccupations. La première est la seule, car je suis là que pour cela. Mesurer le temps et l'espace dans le temps. Les choses les plus longues ne sont jamais privées de fin. Alors à quoi bon y penser? Les mots viennent et se répètent comme des crampes. Cours, courir. Ma langue caresse mon palais et s'attarde sur les dents pour y recueillir un peu de salive tiède. Je cours, papa. En vérité, je cours apaisé. Nos corps haletants en dessinent un bien plus gros qui se déplace en se déformant comme s'il roulait sur lui-même. Étrange murmuration qui semble n'être constituée que d'un seul organisme vivant, aplati comme une ombre menaçante. Et bientôt, c'est une véritable flèche qui s'étirera et fera cette sorte de boucle du point de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. T'as encore merdé? Attends. Ok. Bon, d'abord, on va boire quelque chose. Tu veux une grande, c'est ma tournée. Non, juste du café. Bon, une grande et un café. Je vais chercher.
t'attends. Elles sont bien tes lunettes de soleil. J'en ai eu des comme ça. Je me rappelle pas. Mais si! Bon, on s'en fout. Quand tu m'as appelé, j'étais inquiet. Oui, bon. Qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, ça va? Parle-moi d'abord de comment tu vas. Ça va, le truc normal. Quelques soucis, mais en gros, ça roule. Le boulot, t'es toujours content? Oui, plutôt. Là, c'est calme. T'es toujours avec ta nana? Oui, ça va bien avec elle. En ce moment, elle bosse sur un projet, je la vois un peu moins, mais on va se faire un week-end tout bientôt. C'est bien. T'as de la chance. Toi, tu sais où tu vas? Pas toujours. Hein, celui qui a une route, la route du tien l'épée sur terre. Si tu veux. Qu'est-ce qu'on t'a raconté sur moi? Rien tout récemment, mais ton téléphone. Oui, mon téléphone. Bon, j'étais un peu flippé, ça arrive. T'as fait une connerie? Non. Rien de grave. Il y a quand même les flics qui sont passés chez toi, tu m'as dit. Oui, mais c'est pas la première fois, c'est toujours comme ça. T'as des emmerdes? Je ne sais pas encore. Mais là, t'as l'air pas bien quand même. Si, je suis bien. Bah, t'étais plus paniqué au téléphone. Ouais, mais tu veux que je te dise? Oui, j'ai merdé. Je t'écoute. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. J'avais invité mon voisin à la maison, on a regardé le Grand Prix de Formule 1. C'était une belle course, on était sur la terrasse, on s'est envoyé quelques verres, on rigolait bien. Et? Bah, tu sais comment je suis parfois. Donc? Bah, j'aimerais bien te raconter, mais je me souviens pas de tout. Mais en gros, c'est quoi? Bah, les flics, ils ont débarqué et... Tu t'es bagarré avec lui? Non, c'est pas ça. Mais on avait trop bu et on s'est engueulé. Et les flics, ils sont venus juste pour ça? Mais tu sais, je peux pas faire un truc sans que tout le monde soit alerté. C'est toujours comme ça, j'ai pas de vie. Mais c'est quoi que tu as fait? Bah, peut-être que j'y suis allé un peu fort. Voilà. J'étais énervé, il m'avait énervé. Il me reprochait des trucs, mais c'était faux, alors j'en ai eu marre. Et t'as fait quoi au juste? Bah, franchement, je me souviens pas. Les flics disent que je brandissais une hache. Une hache? Oui, mais c'est parce qu'on allait préparer le sauna, et en attendant, j'étais allé fendre des bûches et... Bah, il paraît que j'ai fracassé les meubles avec. Mais c'est parce que le sauna a cramé, ça m'a mis en rogne. Mais je me souviens pas du reste. T'avais une hache à la main. Mais il a dû avoir les boules. Oui, mais j'ai rien fait avec. D'ailleurs, les flics, ils disent que j'ai juste fracassé les meubles. Mais tu l'as menacé? Non, bien sûr que non. Mais c'est quand même lui qui a appelé les flics. Oui, mais parce qu'il a eu peur pour moi. Et puis, il y avait un début d'incendie. Un début? Je croyais que le sauna avait cramé. Non, il a commencé, mais on a réussi à l'éteindre. T'aurais dû m'appeler à ce moment. Je t'ai dit que j'étais là. Mais il n'y a pas eu besoin. C'est lui qui m'a sauvé. Il m'a vu dans cet état et il a eu peur pour moi. Il a appelé les urgences. Les flics. Oui, mais c'est parce qu'il s'inquiétait. En attendant, t'es mal barré. Mais non, le seul dégât, c'est du matériel à moi. Tu dois faire quoi maintenant? Bah, j'ai rendez-vous au poste. Ils veulent préciser les déroulements des faits. T'avais trop bu. Oui, mais ça avait bien commencé. Ça a juste mal glissé. Mais maintenant, ça va aller. J'en ai vu d'autres. Mais t'as besoin de moi. Oui. Accompagne-moi au poste. Dis-leur que c'est pas grave, que je ne suis plus comme avant. Je vais arrêter avec la boisson. Tu veux un café? Ah non, pas maintenant, c'est trop acide. T'es quand même un peu con. Ah ben ça y est, je te voyais venir. Et toi, t'es mieux que les autres. T'as toujours un truc contre moi. J'ai toujours su. Il y a un truc que t'as pas digéré et tu me cherches toujours. Mais non, on est des amis, tu le sais. Ouais. Faut que tu arrêtes tout ça. Mais oui, bien sûr, évidemment, pas besoin que tu me le dises. Toi, t'as une vie facile. Pour toi, c'est facile. Moi, ma vie, tu sais pas ce que c'est. Tu crois que tu sais. Même moi, je crois que je sais. Et en fait, c'est autre chose. Nous sommes 6 milliards de bipèdes à tenir miraculeusement debout sur de fragiles petits pieds, un équilibre sur une boule de magma en fusion, un véritable numéro de cirque. Le jour du dernier spectacle, en fin d'entraînement, je m'approche de la barre. Elle fait presque le double de ma taille. Un bandage blanc la recouvre. Le milieu est marqué par un ruban adhésif noir, là où Anna se réceptionne. Je l'effleure. C'est râpeux. Ça colle un peu. Crasse accumulée par les chaussons d'Anna. Nino s'approche. C'est Anton qui l'a fabriqué. Dedans, il y a 3 perches comme celles qu'on utilise en athlétisme, pour le saut en hauteur. Chaque trio fabrique la sienne? Bien sûr, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Le poids du voltigeur, sa taille, son niveau. Prends la place d'Anna. J'éclate de rire. Nino retire le sac, se met en place, appelle Anton et répète. Monte. Yes, try. Une prochaine fois, je décline d'une petite voix. Ok. C'est lourd? Il pose la barre sur mon épaule. Le contact est rude, comme un meuble que je pourrais porter seul, mais pas longtemps. 13 kilos, 25 avec le sac de transport, 150
avec l'impact d'Anna. J'imaginais plus. Nino s'appuie dessus, brusquement. Je vacille. Estelle! Je t'ai pas fait mal? Je frictionne mon épaule et je mens, feignant de la tête. Ils reprennent l'entraînement. Pas de périlleux pour cette première séance, seulement des rebonds. Après quelques pas tâtonnants, Anna donne un signal de la tête. Les porteurs fléchissent les jambes, se penchent sur la barre qui se creuse puis se relâche. Elle s'équilibre en faisant tourner ses bras très vite. Je suis assise sur le rebord de la piste, assez près pour voir ses expressions, ses yeux s'ouvrant plus grands chaque fois qu'elle reprend son élan, comme étonnée. Léon prend des notes à côté de moi. Anton et Nino ont le regard rivé sur Anna. Kilomètre 42. Il y a une bagarre là-bas, près de l'arrivée. Allô, Lawrence Van Lee. Oui, on me signale qu'ABB est tout seul. Ah, voici un sprint maintenant. Et voici un sprint, non. Non, non, pas des concurrents, mais de 2 photographes qui... et le public les applaudit. Ah bah ça, c'est très amusant. Ah, maintenant, voilà Radi. Radi qui arrive à 20, à 50 mètres. Lawrence Van Lee, on me signale que... Voilà Radi qui a un produit français au point de vue sportif. C'est Radi qui... Allô, Lawrence Van Lee, on nous signale qu'ABB est arrivé avec les photographes. On me signale qu'il est arrivé avant les photographes. Mais non, c'est Radi qui est le premier. Non, deuxième, Radi est deuxième. Ah oui, en effet, ABB est arrivé avec les photographes. Ah ben c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah ben ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Jamais je n'ai vu une arrivée comme ça. J'ai été heureux le jour du marathon. J'étais sur la ligne d'arrivée, j'étais très bien placée. Et sur cette ligne d'arrivée du marathon, nous avons vu arriver une espèce d'elfe bondissant, joyeux et gai, pas fatigué du tout et pieds nus, qui venait de faire ses 40 km en valsant, qui est arrivé pas essoufflé du tout et qui a commencé à parler, à discuter, à raconter de petites histoires. Et après ça, nous avons vu arriver, je crois que c'était le Français, à bout de force, livide. On le ramassait à la petite cuillère. Les autres, ils étaient soutenus par des nourrices tout le long. Et on s'est demandé quel était ce personnage extraordinaire qui venait d'arriver comme ça, si fort, si magnifique et très beau. Et c'était un berger éthiopien qui avait couru et qui a dit « Mais c'est déjà fini !» Mais dans la journée, moi, derrière mes troupeaux, je cours beaucoup plus vite que cela. Et alors, en face de lui, il y avait des gens qui avaient été travaillés non seulement par des soigneurs, non seulement par des ministres du sport, non seulement par des subventions gouvernementales, mais qui avaient été bichonnés, tripotés, grattés, poncés et lavés, briqués, et qui représentaient la France, l'Indochine, le Transvaal, la Nouvelle-Zélande, le Groenland, tout un tas de trucs comme ça. Eh bien, tous ces types-là étaient effondrés lamentablement sur la ligne d'arrivée, alors que le berger éthiopien, qui n'avait été préparé par personne, était arrivé en dansant. Je viens le premier sur l'oméga et je baisse la tête pour passer sous la tique. Les 2 mains tendues et les 10 doigts écartés, je suis Laurent qui perce la muraille invisible. Veni vidi vici, éructe la petite voix. Me voici, devrais-je dire. Comme Abraham, de part et d'autre de l'arc des victoires ailées, me tendent les palmes en dévoilant leurs seins. C'est la cohue, et Niskanen doit percer la muraille des journalistes. À l'arrivée, je lève les bras, comme on accueille la croix. J'indique qui je suis. L'acte suffit dans le sport et la parole n'importe pas. Bien sûr, on me reprochera cette posture hiératique, mais j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. De toute façon, j'étais venu pour vaincre. Mesdames et messieurs, ABB Bikila. Je me permets enfin de sourire, et je le fais largement,
Ce que l'on perd à la guerre, on le reprend autrement. Les militaires et les sportifs sont toujours là pour satisfaire ce besoin qu'a l'humanité de se confronter à elle-même. L'épopée romaine s'achève à cet instant et désormais, j'attends Radi pour enfin poser ma main sur son épaule. Eh bien, je vous remercie, Lois Manley, de nous avoir fait vivre de si vivante façon l'arrivée, pleine de suspense et d'émotion. Cette dernière minute est vraiment historique pour les sportifs, de l'arrivée du marathon, de ce marathon. Tout s'écoule, et les êtres ne revêtent qu'une forme fugitive. Tout instant de la durée est une création nouvelle. Ce que nous fûmes hier, ou ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne le serons plus demain. La douleur gronde, tous les garçons sentis. On sort de l'ombre, fait chauffer les esprits. On donne un peu d'air, c'est clair, la route est longue à ce qu'on dit. On plaire au monde et à n'importe qui. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport. J'ai pas